Bonjour Monsieur Bamba et bienvenue chez BHM Consulting. Bonjour Monsieur Bakayoko et merci de m'avoir accueilli dans votre locaux. Très bien. Donc c'est un honneur pour nous de te recevoir et comme tu le sais, nous on a donc ces séances d'entretien le plus souvent avec les experts comme toi afin de sensibiliser également les jeunes, donc nos auditeurs qui souhaitent non seulement embrasser le métier, d'une part, mais aussi renforcer leurs compétences. Donc, on sait qu'aujourd'hui, toi, tu es un expert environnementaliste, d'accord, et tu es dans l'un des bureaux de contrôle le mieux connu, sinon national, on va dire ça comme ça. Sous-régional. Donc, sous-régional, Ouais. voilà, sous-régional. Ce qui fait que travailler dans un tel environnement quand même confère beaucoup de choses, l'instar donc de l'expérience et du savoir-faire et du savoir-être. Et nous aujourd'hui, on aimerait savoir dans le cadre donc de votre activité, notamment le suivi environnemental que vous faites, en quoi ça consiste réellement sur le terrain et quels sont les secrets pour pouvoir réussir justement ce métier-là en tant qu'expert environnementaliste sur les différents projets. Bon, et particulièrement sur les projets de construction sur lesquels vous intervenez le plus souvent. D'accord. Alors, merci Monsieur Bakayoko. Comme vous l'avez dit à l'entame, ingénieur, mais j'aime pas trop ce thème-là, il est un peu générique. D'accord, très bien. Voilà, faut être pragmatique et on va dire objectif. Très bien. Alors, pour revenir sur la question en ce qui concerne le suivi environnemental, on va dire des projets d'envergure. C'est ça. Voilà. Et il faut déjà situer le contexte dans lequel chaque personne, ou je veux dire chaque individu se situe. Ok. Alors, nous, on a de la mission de contrôle. Sinon, moi, je suis de la mission de contrôle. C'est ça. Alors, ma façon de voir, sinon de travailler en termes d'environnement, Oui. n'est pas peut-être la même façon que un environnementaliste issu d'une entreprise. Très bien, Voilà, très bien, parce que très bien. voilà, Donc en fait, ça c'est environnementaliste- important de faire cette nuance. Voilà, un environnementaliste qui est dans une entreprise, qui a su un projet, il est au cœur en fait du métier. Très bien. Il est au cœur du métier, il est en contact avec le risque. En effet. Voilà. Et nous, en ce qui concerne le suivi et la surveillance environnementale, on a un regard de superviseur. On a un regard de superviseur. Mais sauf que le travail se fait de façon, on va dire, coordonnée, ordonnée, si je peux me permettre ainsi. C'est tout un processus. C'est, je veux dire, c'est un cheminement. Très bien. Alors, avant que un surveillant ou on va dire un manager, Oui. voilà, un environnementaliste apparaît sur un projet pour faire le suivi environnemental ou la surveillance environnementale. Alors, tout à l'heure, je vais revenir en fait sur les deux thèmes, surveillance et suivi. Et suivi. C'est D'accord, deux très thèmes bien. qui sont, on va dire, qui sont un peu Distincts. différents, voilà, très Ok. distincts. Alors, avant qu'on en arrive là, vu que nous ne sommes pas, on va dire, de l'entreprise, et c'est l'entreprise, après tout ce qui peut se passer, je veux dire, tout ce qui se passe avant, en termes d'appel d'offres, où l'entreprise a déjà été sélectionnée, tout, rédaction du marché, tout ça. Oui. Bah, lorsque l'entreprise a déjà le marché et que Oui. l'entreprise veut venir, en fait, exécuter les travaux, bah, nous, en tant que mission de contrôle, on a quand même la responsabilité de demander à cette entreprise de nous fournir un certain nombre de documents. Très Alors, bien. les documents que nous sont fournis sous la base d'une étude qui est au préalable faite par, on va dire, le promoteur. Très bien. Voilà, le promoteur, ça peut être Y, ça peut être X, qui a décidé de réaliser son projet, Le projet. qui lui va réaliser une étude d'impact environnemental. Et c'est cette étude d'impact environnemental-là, ça sera quand même, si vous voulez, la Bible, on va dire, de toute l'évolution, de tout le cycle du projet. Parce que c'est dans cette étude-là, on va nous ressortir l'état initial du site Oui. sur lequel on va réaliser les travaux, l'état pendant
comment dirais-je, quel sera l'impact du projet sur le site pendant la réalisation, et quel sera l'impact sur le site après le projet. Voilà. Et donc, quand, par exemple, on a ce document, l'EUS l'étude d'impact environnemental et social, c'est de ça que l'entreprise se sert pour rédiger son PGES. Donc, en fait, un certain nombre de recommandations parmi lesquelles il y a le PGES. Bien évidemment. D'accord. Donc, le PGES, le PEHS, et bien d'autres éléments. Il y en a plein. Alors, mais ces deux éléments-là sont les éléments phares. Le PGES et le PEHS. Et donc, le PGES, voilà, le PGES, plan de gestion environnementale, sociale. Très bien. Qui est tiré de l'EUS. D'accord. Alors, et le PGES que va élaborer l'entreprise, ça va s'appeler le PGES-C. Donc, le PGES chantier. Très bien. Qui, lui, essaie de mieux détailler tout ce qu'il peut avoir comme risques environnementaux, comme impact que le projet peut avoir sur son environnement. Parce que le PGES, le PGES issu de l'EUS, il est un peu plus global. Il est générique. Générique, il est un peu renfermé par moment. Mais le PGES chantier, il est plus propre au projet. Au projet et aux pratiques de l'entreprise. Justement, aux pratiques de l'entreprise. Alors, ce sont ces documents-là que la mission de contrôle demande à l'entreprise. D'accord. Quand ces documents-là arrivent au niveau de la mission de contrôle, on prend quand même le soin. On a 2 semaines en termes de délai de transmission. Contractuel. Mais ça peut varier en fonction du projet où c'est légal. Ça dépend du projet. Donc, bon, pour le moment, je pense pas qu'il y ait quand même, on va dire. Non, mais en fait, ça dépend des projets, donc du contrat. Voilà, ou du moins du marché. Voilà, du marché. Ok, d'accord. Et donc, c'est quand même un délai, on va dire, contractuel. De 2 semaines. À peu près. Oui, pendant, on va dire, lesquelles l'entreprise, la mission de contrôle prend quand même le soin d'analyser le document, de porter une observation et après, maintenant, faire une note de validation et puis transmettre, on va dire, à l'entreprise. Il devrait prendre à son tour en compte justement, les observations, les réserves qui sont émises avant validation totale définitive par la mission de contrôle. Alors, une fois que ceci est fait et que la mission de contrôle reçoit le document en indice C, qui peut être l'indice, on va dire, final, la mission de contrôle va élaborer une note de validation. Dire à l'entreprise, ce document que vous nous avez transmis est apte à être exploité. Voilà. Et donc, après ça, quand on finit cette étape, on va maintenant venir sur le chantier. Très bien. Pour se rendre compte de l'effectivité de la mise en application, de mise en œuvre, voilà, des mesures qui sont, inscrites dans le PGS, le PHS également. Et donc, c'est un travail qui se fait, on va dire, au quotidien. On est en contact avec, l'HSE, on travaille directement avec l'HSE de l'entreprise. Et puis, au fur et à mesure, de façon on essaie de faire une visite hebdomadaire qui va nous permettre de pouvoir... De façon contradictoire. Voilà, justement. Qui va nous permettre qui va permettre à la mission de contrôle de voir clairement est-ce que ce que l'entreprise a dit. Donc, en quelque sorte, un petit suivi, voilà, de la part de la mission de contrôle par rapport à ce qui a été dit dans le PGS. Donc, après ceci, en ce qui concerne la mission de contrôle, on a quand même un rapport mensuel qu'on élabore, qu'on transmet à nos différents chefs de mission qui est transmis aux clients. Voilà, ça n'exclut pas le fait que l'entreprise nous transmet son rapport mensuel. Et le rapport mensuel de l'entreprise, on l'observe également, et quand il y a des anomalies ou il y a des manquements, des choses qui n'ont pas été prises en compte. Vous vous appuyez également sur ça pour faire, pour améliorer ou du moins pour prendre en compte un certain nombre d'éléments. Voilà. Pour faire votre rapport que vous envoyez au client. Ou au maître d'ouvrage. Bon, dire que s'appuyer sur le rapport transmis par l'entreprise, en quelque sorte, c'est pas un appui, mais vu que nous-mêmes on est sur le terrain. On est sur le terrain. D'accord, ok, donc, voilà, le fait d'être sur le terrain, ça nous permet aussi d'élaborer. Parce que si on prend en compte, si on s'appuie quand même sur le rapport qui a été transmis,
bah, c'est clair que ça sera clairement du copier-coller. D'accord, ok, très bien. Comme on le dit très souvent, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Bon, c'est que il y a un rapport d'exécution puis il y a un rapport de surveillance. Donc, du coup, parce que l'entreprise va fournir un rapport d'exécution, ce qu'elle a fait ici dans tel ou tel cadre, tandis que vous allez vous assurer que effectivement, ça a été fait, ça a été fait. Donc, suivant. Bon, ok, donc il y a la surveillance, effectivement, il y a la mise en œuvre. Voilà. Bon, est-ce que je voulais proposer, préciser pour finir, c'était dire que généralement, on a l'impression que ceux qui font le suivi environnemental, sinon les environnementalistes, viennent pour faire la police ou le gendarme à l'entreprise. C'est très loin. On est en équipe et c'est une complémentarité. D'accord. Très souvent, c'est des propositions qu'on se fait. D'accord. Alors, on demande à l'entreprise, bon, ça, par contre, vous avez fait ci. Selon le PGS, ça n'a pas été. Bon, voilà comment est-ce qu'on peut réadapter. On est dans un système d'amélioration continue. Très bien. Ok, donc en fait, si j'essaie de résumer, déjà, tu as dit que il y a en termes de suivi et surveillance, donc on allait revenir dessus. Donc, d'accord, ça on va revenir dessus. Maintenant, ce que ça, en fait, je vais essayer de résumer. Donc en fait, le suivi ou la mission de contrôle du point de vue environnemental et social va consister, dans un premier temps, à s'assurer de la disponibilité donc de certains documents contractuels qui sont en tout cas qui sont obligatoires vis-à-vis du marché. D'accord. Et ce document, le plus souvent qui est le PGS et aussi le PHS, entre guillemets, le plan hygiène santé ou sécurité, d'accord. Donc vont être élaborés et par l'entreprise, donc c'est l'entreprise qui exécute et va vous être transmis en tant que mission de contrôle. Et vous, à votre tour, vous allez apporter donc des observations pour s'assurer qu'il y ait un alignement avec le marché, l'US, machin, tout ça. Exactement. Ok, donc une fois que les observations sont portées, donc il y a une note de validation éventuellement si c'est validé, donc qui est faite pour informer l'entreprise que oui, cette dernière version X là est maintenant exploitable et que vous pouvez la mettre en œuvre ou le mettre en œuvre. Et par rapport à ça, ce que je voulais dire, tout à l'heure j'ai dit que nous sommes dans un système d'amélioration continue. Oui. Généralement dans la note de validation, on inscrit, je veux dire, on mentionne dans la note de validation publique que ce document peut être modifié, sinon amélioré tout à fait, au cas échéant. Tout à fait. Donc à chaque fois qu'il y a des écarts éventuellement qui nécessitent donc de mettre le PGS à jour, alors on fait des mises à jour. Ok, très bien. Donc après cela, vous allez aussi votre travail aussi d'autre part va consister à s'assurer de la mise en œuvre effective de l'ensemble des mesures d'atténuation ou les actions qui sont proposées dans le PGS. D'accord. Donc et ça fait c'est au travers donc des visites contradictoires que vous faites en même temps avec l'entreprise, le représentant environnementaliste donc de l'entreprise, avec qui vous et suite à ces visites-là, il y a également donc des rapports contradictoires également à chaud qui vont aboutir notamment à des plans d'action qui seront suivis éventuellement. C'est bien ça. Donc et au fur et à mesure, il y a également des rapports d'activité qui sont produits, notamment chaque fin de mois, d'accord, pour essayer pas essayer, mais pour prouver que les actions ont été mises en place, certaines ont été planifiées, et voilà les différents niveaux d'avancement de telle ou telle chose. Et voilà, c'est bien ça. Mais sachant que ce processus-là se fait de façon continue, perpétuelle et de façon itérative, pour montrer que c'est un travail d'ensemble. Ouais, en fait, justement, c'est pour ça que j'ai dit que en gros, la mission de contrôle n'est pas la police de l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce que je dis que la mission de contrôle n'est pas la police pour l'entreprise? Parce que aujourd'hui, quand on est engagé sur un projet, on part en équipe projet. Très bien. Quand on part en équipe projet, si une partie de l'équipe projet a failli à sa mission, c'est toute l'équipe projet qui a failli à sa mission. Très bien.
Donc, de ce fait, quand par exemple l'entreprise n'est pas en mesure ou est en voie de se perdre par rapport à ce qui a été préétabli dans la documentation, bah, la mission de contrôle a quand même ce droit de dire à l'entreprise, attention, c'est pas ce qui a été dit, mais voilà ce qui a été dit. Et vu qu'on ne travaille pas, je veux dire, dans le BIA, on travaille en fonction des normes qui sont établies. Et dans ce métier, on va dire, d'environnementaliste, on a quand même, en plus de la norme mère qui peut, la 9001 ISO. Ouais, voilà. On a, en termes de, on a SST, la 45001. Oui. Et puis, en termes de management de l'environnement, on a la 14001. Voilà. Donc, ce sont ces deux normes phares avec lesquelles on travaille. Donc, par exemple, si peut-être la mission où l'entreprise essaie de tenir tête pour une action peut-être qui a été mentionnée ou qui a été, on va dire, une action non dite dans le PGS, parce que après il y a des éléments qui sont dans le PGS où donc la mission de contrôle demande de réaliser ces actions où l'entreprise dit c'est pas écrit, mais c'est de façon muette en fait. Voilà. Donc, on peut quand même s'appuyer sur certaines références pour demander à l'entreprise de pouvoir réaliser. Tout à fait. Ouais, certaines références qui peuvent être légales ou réglementaires. Voilà. Et aussi, parce que dans tous les cas, l'entreprise a obligation de respecter la réglementation. Clairement. Ce qui veut dire que ce soit la réglementation locale ou internationale. Clairement. Ce qui fait que même si c'est pas forcément écrit dans le marché, dans le marché ou même dans le PGEC, mais à partir du moment où c'est une disposition légale et réglementaire, l'entreprise a obligation justement de l'implémenter. C'est cela. C'est bien ça. Bah, c'est cela. Mais en ce qui concerne les normes, normalement, les normes là, est-ce que c'est une obligation de respecter ça? Bah, c'est pour ça que c'est une norme. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne travaille pas dans le BIA. Parce que si on n'avait pas obligation de respecter les normes. Non, mais je vais parler de, notamment la 45001 ou la 14001 ou même la 9001. Bon, pour une entreprise, on va dire qui se veut sérieuse, pour une entreprise qui se veut sérieuse, il est quand même, on n'a même pas, je veux dire, il n'y a pas besoin de rappeler à l'entreprise qu'il y a quand même une certaine disposition normative qui doit être respectée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est que, parlant de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme développement durable. Oui. Voilà, parlant de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme développement durable, faut dire que il y a les différentes institutions qui financent quand même les projets ont des directives. D'accord. Voilà. Telles que, on a la SFI qui, la Société financière internationale, qui a sa directive qui est internationale. Okay. Quand par exemple le bailleur n'a pas de directive, c'est à celle-là que il se réfère. Donc on a l'ENES de la Banque mondiale, on a les normes environnementales sociales de la Banque mondiale. Voilà, de la Banque mondiale. Les 10 normes. Justement, on a aussi les normes les directives de la BOAD. Oui, de la BOAD. Voilà. On a aussi les directives de la Banque islamique. Donc voilà. Et même la Société Générale, toutes les boîtes sérieuses ont aujourd'hui des directives. Voilà. Donc aujourd'hui, une entreprise qui veut avoir des financements de très gros marchés, c'est doit de obligé de se conformer à ces normes-là. Sinon, comment est-ce que tu travailles? Parce que ces normes-là, faut le rappeler, c'est l'ensemble on va dire de plusieurs pratiques. Je veux dire, approuvées, avérées, par des organismes accrédités. Voilà. Donc, c'est dire que ces normes-là on doit pas se référer à ces normes-là. Bah, à moins que non. Après, je comprends parfaitement. C'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, je suis sur un projet avec un bailleur qui soit la Société financière internationale ou la Banque mondiale, la BOAD, où j'en passe. Après, il faut oublier de respecter les exigences. Pas de souci. Bah, la 45001 ou la norme ISO, qui normalement sont des pratiques, sont de bonnes pratiques, entre guillemets. C'est ça. Est-ce que si je ne l'adopte pas en tant que norme chez moi, parce qu'il y a plein d'entreprises il y a d'autres qui sont certifiées, et il y a d'autres aussi qui ne sont pas certifiées. D'accord? En tout cas, mieux on est certifié, ça nous fait bonne pratique.
D'accord? C'est une bonne pratique, on aura des avantages de ça. D'accord? Effectivement. Mais si on n'est pas certifié également, bon, ben, normalement, est-ce que c'est une obligation? Bah, de toute la façon, si vous n'êtes pas certifié, ça veut dire que il y a des marchés. Oui, évidemment, évidemment. Là où vous pouvez pas aller. Il y a des opportunités que certainement, clairement. Ok, très ok. Donc, tout naturellement, il est quand même entre ne pas être certifié et être certifié, avoir quand même de très grosses opportunités. D'accord, très bien. Et ne pas être certifié et rester dans l'ombre, bah, il est au PDG de l'entreprise. Décidé. Dans un monde de coopération, enfin, dans un monde de compétition. Oui. Je pense qu'il est quand même normal d'avoir tout ce qu'on peut appeler comme outils d'évolution. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà, de sorte à ce que tu puisses, je veux dire, rentabiliser et puis développer, voilà, ton entreprise. Je suis d'accord. Voilà. Donc, en termes de respect des normes, bah, on le dit, on conseille quand même à toutes les entreprises qui veulent aller de l'avant, qui veulent vraiment faire du chemin. Oui, oui. Parce que après la naissance d'une entreprise, l'objectif. Après aussi, on peut l'adopter sans pour autant aller à la certification. C'est-à-dire qu'on peut l'adopter pour rendre notre système de management ou bien en tout cas notre fonctionnement du point de vue santé, sécurité ou environnement, voilà, quand même assez robuste, mais pas forcément aller à la certification. Mais si on décide peut-être bien plus tard d'aller à la certification, d'accord, mais déjà, on aura acquis donc des bonnes pratiques au travers donc de l'adoption donc de ces normes-là. Ouais. Justement, une entreprise déjà qui se fixe, sinon qui se prête. Ok, à ce jeu. Plus de chances d'être reconnue et a plus de chances d'aller à la certification qu'une entreprise qui n'a même pas oui, évidemment. La certification, c'est tout un processus. Évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, pour faire une parenthèse, toutes les grosses boîtes aujourd'hui sont en train de chercher la certification. Tout à fait. ISO 14001, 45001, 9001. Ouais, c'est ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va dire, c'est la clé pour avoir quand même un gros marché. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Donc, si c'est, pour ne pas étirer trop, donc prendre suffisamment de votre temps, je te dis merci et à très bientôt pour une prochaine, merci. un prochain épisode. À bientôt. Merci. Ah.